je pense 4 heures du matin. Je sais pas si tu vois bien. Voilà. Panne de chauffage, panne de gaz en fait. En attendant, tu te souviens de Auxbeam, le partenaire qui m'avait envoyé des feux pour mon camping-car. Voilà les feux en question, magnifiques, qui éclairent du feu de Dieu. Franchement, quand tu mets ça, c'est énorme. Alors moi, je les ai encastrés, tu vois, ici, dans le logement, des deux côtés, bien sûr. Et ça fonctionne super bien. Je leur ai demandé tout naturellement si ça les intéressait de m'équiper en feu additionnel sur mon camion et bien sûr ils ont répondu oui. Donc on va y ajouter une barre, grosse barre d'éclairage au-dessus ici. On va y ajouter des feux à l'arrière et sur les côtés et on va y ajouter un éclairage qui va le rendre un petit peu plus agressif encore le soir, la nuit. La partie très intéressante chez Auxbeam, c'est que tout le câblage est fourni avec les relais déjà installés. Donc tu n'as plus qu'à faire passer tes câbles en fait, à connecter le tout sur ton arrivée de courant, alors ou après le contact ou avant le contact, ça c'est toi qui vois, et c'est tout en fait. Et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que tu n'as pas à te fabriquer toi-même le câblage. Tout est déjà fait. Pour commencer, j'ai 8 petites lampes comme celle-ci. C'est un peu comme des feux de gabarit. Ils ont un support en caoutchouc d'ailleurs. Voilà, pour éviter, c'est un petit peu comme un feu de gabarit, tu vois, que tu peux mettre un peu partout. Alors c'est des éclairages qui donnent un éclairage un peu d'ambiance, on va dire. Et là j'ai choisi d'en mettre dans des endroits pour éclairer un peu les grilles, par exemple, qui sont sur les côtés, sur l'avant. Tu vas voir, éclairer les passages de roues, éclairer le dessous du camion, pour lui donner un look un peu sympathique et même mettre de l'éclairage comme ça à l'intérieur de la cabine. Donc on va le faire tout de suite, il y en a 8. Il y a les câbles, il y a les supports, il y a l'unité centrale qui est ici et j'ai un tableau de commande que je vais pouvoir installer à l'intérieur et qui va contrôler toutes les lampes additionnelles qui équipent le véhicule. Tu as la lampe avec la base en caoutchouc, tu vois la lampe. Il y a 2 trous, moi personnellement je mets des rivets pop tout simplement. Dans certains tu as une rallonge parce que on suppose que tu peux faire toute la longueur du véhicule. Moi personnellement tout va être sous le capot moteur parce que en fait j'en ai 8 et pour avoir un éclairage sympathique, lui donner un côté agressif, je vais mettre les 8 lampes à l'intérieur. Je m'achèterai certainement un deuxième jeu pour mettre un peu dans la cabine, certainement, pour éclairer un peu la cabine avec une lumière un peu sympathique. Et au moins, je pourrais changer. Je ne serai pas obligé de mettre la même intensité et la même couleur qu'à l'intérieur du capot. Et on verra ensuite, peut-être j'en mettrai en dessous du châssis, mais ça, c'est pas sûr. Une fois que tu as fait ça, tu les fixes, tu les branches. Je vais te montrer ensuite au boîtier central que tu raccordes au courant, tout simplement. Et tout est dirigeable avec ton téléphone. Tu peux même changer la couleur, tu peux faire des séquences, tu peux le faire fonctionner avec la musique. Et c'est complètement étanche, hein. Ça veut dire que ça peut être même immergé, il n'y a pas de problème. C'est fait pour. Après l'éclairage d'ambiance, c'est très simple, on va passer à un éclairage qui sert à quelque chose, parce que ça c'est plutôt décoratif. Et là, donc, je suis en train d'installer une barre LED sur les supports donc, qui sont fournis avec. Tu as 2 types de supports. La barre LED, c'est un peu l'incontournable. Hein. Voilà, donc tu vois, cette barre LED, regarde un peu l'engin. Voilà, il y a les feux qui vont plus loin sur le côté. Tu vois, c'est vraiment... Et alors, on va l'installer là. Alors, j'ai enlevé cette barre parce qu'au départ, je voulais la mettre en haut. Mais finalement, ça va faire beaucoup trop haut. Donc, j'ai utilisé les fixations de support de galerie pour fixer donc les fixations qui sont fournies avec. Alors tu as ce type de fixation, mais tu as également des fixations sur les côtés, tu vois, ici. Hein, mais par contre, il faut faire des trous dans la carrosserie. Et ça m'arrangeait pas. Une fois que tu as fait ça,
Tu glisses donc les petits supports qui sont prévus, donc ils se glissent ici par le milieu. Si toutefois ça avait été des supports sur les côtés, ben, ils viennent se fixer ici. Tu les fixes là, ensuite tu peux les régler, tu vois, pour ensuite venir fixer la barre sur les fixations que j'ai fixées sur le toit, tout simplement. Voilà, ensuite on a ces petites vis qui seront là pour bloquer les fixations sur la barre LED. Toutes les vis sont fournies. Les clés sont fournies, le faisceau est fourni, je te montrerai ça ensuite. Voilà, une fois fixé, donc moi j'ai fixé ça sur les fixations de la barre de toit qui était ici. Au départ, je voulais le mettre au-dessus de la barre de toit, mais ça faisait vraiment trop haut. C'est beaucoup plus esthétique là-dessus, donc ça tient très bien, hein. Il y a le câble, donc maintenant je vais faire la connexion. J'ai pas que cette lampe à brancher, je vais te montrer en dessous, j'en ai mis 2 également, et je vais avoir 4 lampes autour du camping-car, autour du camion plutôt, pour pouvoir éclairer les abords au moment où j'arrive sur un spot quelque part en pleine nature, dans la jungle par exemple. Voilà, j'avais 2 feux qui m'avaient été envoyés lors du premier envoi pour le camping-car, que je vais monter ici en dessous aussi. Donc là c'est pareil, j'ai le câblage, hein, et à l'intérieur il va y avoir le petit tableau de contrôle que je vais te montrer, et tu auras tous les liens en description. Après l'installation, hein, en dehors de l'installation de la pose de la barre, le plus enquiquinant sur une installation de système comme ça, c'est le câblage. Et là, chez Auxbeam, le plus dur, c'est de passer le câble. Parce qu'après, tu vois, tu as tout le faisceau. Donc, il y a le relais qui est déjà fixé dessus, tu as le fusible, tu as l'alimentation plus et moins, et ensuite, tu as l'interrupteur, et tu as ce qui vient se fixer sur la barre de LED de toi. Et c'est tout. À partir du moment où tu as passé le câble, tu l'as raccordé au plus, c'est terminé. Ton installation est terminée. Donc, comme je te le dis, le plus chiant, c'est de passer le câble. De passer le câble à un endroit où tu ne le vois pas. Et c'est ça qui prend le plus de temps. Parce qu'après, tu n'as pas besoin d'être électricien, tu vois. Le rouge, c'est le plus. Le noir, c'est le moins. Ça, tu peux le raccorder directement à ta batterie. Il est protégé, il y a déjà un fusible. Alors moi, je vais le monter avec un système qui m'avait été fourni aussi par Auxbeam lors de la première vidéo, que j'ai pas monté non plus. Donc ça, c'est le câblage des feux avant, tu vois. Il y a le câblage complet aussi. Le fusible, tout y est dedans, hein. La platine pour pouvoir poser ton écran de contrôle, hein. Donc l'écran de contrôle, eh bien voilà, ça avec ça, tu vas pouvoir allumer. Alors après, tu as des petits autocollants pour pouvoir coller là-dessus, c'est lumineux, pour pouvoir choisir quel phare tu veux allumer. Il y a le petit support donc qui va bien pour ça. Ça, c'est pour le support de la boîte à fusibles, parce que dedans, tu as également une boîte à fusibles. Donc tu peux faire arriver toutes tes arrivées là-dessus, sur la boîte à fusibles, tu vois, et ensuite ton boîtier de commande, il va venir se raccorder avec ce cordon directement ici sur ta boîte à fusibles. Et ça va distribuer un petit peu tous les phares que tu auras montés. Voilà. Tout est dedans, hein. Tu as les risselants, tu as les petits câbles de connexion, tu as absolument tout est fourni. Et ça, je trouve ça plutôt sympa, même la visserie, tu vois. Ça va être installé à l'intérieur de la cabine pour que je puisse contrôler mes feux. Parce que là, en fait, là, ici, à chaque fois, tu as un bouton par fonction. Donc, tout ça, tu vois, il y a des raccords. Je peux directement venir les fixer derrière ma boîte, hein. Voilà. Et après, je garde le relais, je garde l'alimentation, tout ça, ça reste. Il n'y aura qu'au niveau de la commande que ça va changer. Le plus dur, c'est de passer le câble. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, je vais m'amuser. Le câble qui part du haut, qu'il va falloir faire descendre dans la cabine. Je ne pense pas avoir besoin de t'expliquer ce qui s'est passé avec ce camion, donc j'ai tout démonté, en fait, ce que j'avais monté, l'éclairage et tout, avant d'avoir fini la vidéo de présentation. Donc, ce que j'ai fait là tout de suite, alors d'ailleurs, si tu es intéressé par ce camion, j'ai créé une chaîne spécifique, tu peux aller visionner tout ça, et même t'abonner, ça me ferait bien plaisir. J'ai tout réinstallé à blanc ici, c'est assez facile, ça prend 10 minutes. Moi, j'ai pas récupéré complètement tout le faisceau, parce que j'ai utilisé ce qui est fourni en option chez Auxbeam, c'est la boîte à fusibles, jolie boîte à fusibles sur laquelle l'alimentation arrive directement, et le petit panneau de contrôle qui vient directement avec un câble spécifique se brancher
sur la boîte à fusibles. Ensuite, sur cette boîte à fusibles, tu peux brancher 8 éclairages différents. Donc 8 éclairages différents, ça te permet vraiment de pouvoir illuminer ton véhicule. Hein. Donc moi, la barre de LED et les 2 feux qui sont ici sont branchés en direct sur la boîte à fusibles sans utiliser les systèmes de relais, interrupteurs, etc. qui sont fournis avec le véhicule que je t'ai montré en début de vidéo. Chaque bouton correspond à une ligne et là on peut voir par exemple, là j'ai les 2 petits éclairages, donc c'est les 2 plus petits ceux-ci. Hein. Alors c'est pas les plus petits parce que sur le camping-car, ils sont encore plus petits et ils logent parfaitement dans la petite bouche du marchepied. Hein. Et ensuite ici, on a la barre de LED qui est ultra puissante. Alors là, on est branché sur du 12 volts. Hein. Ça fonctionne également sur du 24 volts. Tout ça, ça se dirige avec ce petit interrupteur. Alors ici, on peut couper ou allumer hein, directement. On a un petit bouton d'extinction et d'allumage. Et si j'allume le tout, tu vois, voilà, ça balance. Hein. Ça balance pas mal. Tout ça, ça plus le reste, hein, j'avais connecté également l'éclairage d'ambiance que tu peux voir là, qui fonctionne également directement branché là-dessus. Mais tu peux aussi utiliser, surtout pour un camping-car je pense, le câblage. Il va vraiment te rendre service. Je vais te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Tu le déplies. À chaque fois, tu as des déconnexions de câbles que tu peux déconnecter pour passer, par exemple, ton interrupteur sous le tableau de bord, etc. Donc ça, c'est l'interrupteur. Voilà, là, il y a un interrupteur. On a le relais. On a le plus et le moins pour brancher à l'alimentation. Et à l'autre bout, on a les 2 connecteurs. Alors, avec du câble, hein, avec du câble en plus. Hein, les 2 connecteurs qui vont te permettre de brancher tes 2 lampes. On va le faire tout de suite ensemble, tu vas voir. Ça va très très vite. C'est tout simple. Ça vient directement se brancher avec des arrêts pour éviter que ça se déclipe sur les spots, hein, sur les lumières LED donc, que tu as choisies. Ensuite, il te suffit de brancher le plus et le moins sur le plus et le moins tout simplement. Alors pour ça, je vais récupérer les pinces, brancher le plus et brancher le moins, tout simplement. Et voilà, tu vois, c'est tout ce que tu as à faire en fait. C'est tout ce que tu as à faire. Et alors, le petit interrupteur que tu vas poser sur ton tableau de bord va te permettre d'allumer et d'éteindre. Si tu veux éviter de passer par cette fameuse boîte à fusibles. Donc c'est hyper simple, c'est vraiment bien foutu, t'as pas à te t'enquiquiner, à te poser des questions, comment je vais faire pour les câbles, se repiquer sur de la lumière. Alors sur les camping-cars aujourd'hui, tu as du multiplexage. Alors le multiplexage, c'est quoi ? Il va reconnaître les éclairages. Donc au moment où tu vas brancher les spots que moi j'ai branchés, les lumières que j'ai branchées sur le réseau existant, eh bien, il va t'indiquer une erreur dans ton tableau de bord et la plupart du temps, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et même pour le passage au contrôle technique, tu es obligé d'avoir tout ça, en fait. Tu es obligé d'avoir un bouton au tableau de bord pour pouvoir le couper et l'allumer. Quand tu commandes donc des feux chez Oxbin, tu as les 2 feux, tu as le faisceau, tu as le faisceau avec le relais, et tu as également, donc voilà, les 2 feux qui sont correctement emballés, hein, comme tu peux le voir, et tu as également des transparents orange, mais aussi des pattes qui te permettent de pouvoir fixer l'ensemble sur ton véhicule. Sur le Francia, j'ai posé mes 2 interrupteurs ici. Donc c'est les 2 interrupteurs la série des 2 feux. Donc j'ai 2 x 2 sur l'avant. Et alors, quand tu allumes, eh bien tu vois, tu as un petit voyant rouge qui est allumé. Et tu vas voir devant, regarde ça déjà, on est en plein jour, mais regarde un peu. Voilà, regarde. Tu vois un peu ça ? Alors ensuite, avec un système de relais, mais c'est pas certain. Il y a quelqu'un qui me disait qu'avec un système de relais, on pouvait éventuellement brancher directement sur la ligne des pleins phares. Tout en conservant bien sûr ce qui est nécessaire pour le passage au contrôle technique, les interrupteurs bien sûr. Hein. C'est ce qu'on m'a demandé moi au moment où j'ai passé le contrôle technique poids lourd. On m'a demandé s'il y avait des interrupteurs pour les feux que j'avais ajoutés. J'ai dit oui. Et du coup, ça a été, il n'y a pas eu de mention, de notation sur le contrôle technique suite à l'ajout de ces feux longue portée.
Si tu es intéressé par Auxbeam, tu peux aller visiter tout ce qu'ils ont. Ils ont un catalogue de feux, tu peux en avoir dans tous les sens, de tout ce que tu souhaites. Tu as des éclairages d'ambiance, ça je les présenterai. En fait, je referai une petite vidéo au moment où je vais recevoir le 3e camion. Je vais réinstaller tout ce que j'avais enlevé et on fera le montage pas à pas dans le véhicule. Donc il y aura une autre vidéo certainement dans laquelle on parlera d'Auxbeam. Ils ont été très sympas de répondre présent lorsque je leur ai demandé s'ils pouvaient m'envoyer des feux. Donc il est logique que de mon côté, je fasse le nécessaire pour honorer mes engagements. Voilà. N'hésite pas, ici, avec le code promo, tu peux y aller. Bah, ceux-ci, c'est les plus petits. J'avais fait une vidéo dédiée là-dessus. Elle est ici, où j'avais posé ces feux. Donc ça te donnera aussi une petite information. Voilà la famille. Et je pense 4 heures du matin. Je sais pas si tu vois bien. Voilà. Panne de chauffage, panne de gaz en fait. Heureusement, j'ai mon petit chauffage H-calories que j'ai mis en route en fait pour compenser. Et en me recouchant, je viens de me dire, mais j'ai le chauffage central et l'arrière est pas chauffé. Et j'ai mes enfants. Donc moi j'ai une solution, c'est de passer au 220. Je suis dans le hangar. Même dans le hangar, il fait très froid. Dehors, il fait -6. Donc ici, à la porte, il doit faire -3. Et au milieu, ici, c'est -1. Il fait très très froid. Donc je suis forcé là de passer sur l'électricité. Parce que sinon, je vais... Voilà, et on va mettre sur 2000 watts. Mais si t'as pas ça... si t'as pas cette possibilité-là, bon, si j'avais été seul, j'aurais laissé jusqu'à demain matin pour changer la bouteille. Et je serais pas forcément sorti. Là, je vais pas sortir, je vais mettre sur le courant pour pouvoir passer ma nuit, finir ma nuit, mais il n'empêche, c'est quand même un truc, le gaz, c'est un peu chiant, quoi, parce que en fait, ça prévient pas. Voilà, si t'as pas de quoi relever ce que t'as dans la bouteille, bah, il t'arrive des trucs comme ça. On verra ça, on va expliquer tout ça demain matin. Nous voilà 4 heures plus tard. Donc par intermittence, j'allume le H-calories gasoil par intermittence parce que il chauffe la folie, et c'est vrai que le thermostat il est pas super précis, donc tu arrives vite à... Alors il se met quand même en... Moi j'ai mis 22, c'est peut-être ce qui explique aussi, hein, c'est qu'il continue à tourner, et au bout, quand il arrive à 22, il se stabilise et il fait beaucoup moins de bruit, et il chauffe moins quand même. Hein. En plus moi il est sous-dimensionné par rapport à mon véhicule, j'ai que 2 bouches, une bouche qui sort sous le canapé qui est ici, et une bouche dans la douche. Donc j'ai utilisé les bouches qu'il y avait d'origine du véhicule. Hein. Donc c'est... Voilà, il s'arrête après, il se stabilise. Ça ici, donc, j'ai pu, moi, le mettre sur l'EDF, sur le courant, parce que mon ALD, comme tous les ALD d'ailleurs, fonctionne avec les 2 énergies. Ça fonctionne au gaz et ça fonctionne au courant. Tu peux choisir 1000, 2000, 3000 watts. Tant te dire que 1000 watts, tu laisses tomber, c'est pas assez. Ça peut être bien pour chauffer l'eau, donner un fond de chauffage, mais bon, pour avoir 20 degrés, il va chauffer, il va tourner tout le temps et il les atteindra pas. Donc on met directement sur 2000 watts. Ça, je peux le faire parce que je suis connecté, je suis branché. Si j'étais dans un camping-car park, je pourrais pas le faire parce que 2000 watts, c'est trop. Ça va dépasser les capacités de la prise de courant. Et si c'était sur mes batteries, avec mon système, j'ai consommé 7 kW là. De 4 heures du matin jusqu'à maintenant, on est 8h30, 9h moins le quart presque, bah, je suis à 7 kW. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remplacer la bouteille et je vais repasser au gaz. Parce que le gaz, c'est beaucoup moins... c'est l'énergie la moins coûteuse en fait aujourd'hui. Hein. L'électricité, se chauffer à l'électricité, ça coûte plus cher, beaucoup plus cher. La chaudière est moins productive au courant, elle produit moins de chaleur, il faut plus de courant
pour produire, le rendement est moins bon, on va dire, c'est au gaz qu'elle tourne le mieux. De toute façon, la plupart de vous, dans vos camping-cars, n'avez que le gaz, hein, avec les traumas. Il y a des traumas qui font courant, et qui font le 220 également, mais ils sont plus rares. Alors, même à cette heure-ci, en fait, en ce moment, on a dehors -1, 0, toute la journée. Donc la nuit, ça descend à -6. Là, hier, le soleil était sorti. Là, aujourd'hui, il n'est pas sorti. Donc, en plus, si j'avais tapé dans mes batteries, bah, déjà, j'aurais tout vidé. Il y aurait eu ensuite la difficulté pour les recharger. Qu'est-ce qu'on fait quand on a... voilà, quand on a toujours 2 bouteilles de gaz. Avec le système que j'ai aujourd'hui, moi, dans mon véhicule, je suis obligé de descendre du véhicule pour changer la bouteille. Voilà, tout ce qu'on n'a pas forcément envie de faire à 4 h du matin, quand il fait -6, -10 dehors. Bon, là on est à -6, ça aurait pu être plus froid. Donc c'est sûr que ça, t'as pas du tout envie. Hein. Alors moi, mon problème, tu vois, c'est que j'ai un système avec une seule lyre. Je suis obligé de changer la lyre tout le temps. Si j'avais un système avec 2 lyres, il me suffirait de sortir et d'inverser. Ah, tu peux choisir bouteille gauche, bouteille droite ou le milieu. Et encore mieux, si j'avais le duo contrôle complet, avec les 2 lyres et la commande à l'intérieur, j'aurais plus qu'à appuyer sur un bouton pour passer à l'autre bouteille. Donc ça, c'est peut-être quelque chose déjà, si tu veux éviter ces petits déboires, c'est peut-être déjà quelque chose de sympa à investir. Alors ça coûte un peu d'argent quand même. Hein. Moi, le véhicule, il est prévu avec un chauffage gasoil, hein, puisque c'était un Webasto, un Eberspacher exactement. Une fois que tu t'es bien caillé, ben là tu peux enfin passer ton chauffage. Alors bon, dans ton cas, ce sera carrément rallumer le chauffage, s'il est qu'au gaz. Mais du coup, sur un Aldé, j'enlève les 2000 watts de batterie et je rallume gaz. Voilà, je vais mettre à l'occasion un petit peu plus de chaude. Et voilà, le tour est joué. Le frigo, c'est pareil. Le frigo, au moment où tu le remets le gaz, souvent, ça clignote. Bon, ben là, voilà, tu vois, ça y est, c'est réamorcé, comme la chaudière est très consommatrice, et du coup, ça réamorce le circuit très vite. Mais enfin, voilà, tu vois, t'es obligé de sortir, et ça, se le faire à 4 h du matin, franchement, moi, j'ai pas le courage. Alors, si je suis tout seul, ben, j'allume le chauffage gasoil, et on n'en parle plus. Chauffage gasoil, il va me chauffer l'habitacle, je vais être tranquille, je le laisse allumer, je m'en fous, et le lendemain matin, je gère ma bouteille. Si j'ai pas les enfants, parce que sinon ils vont se cailler, ils vont se lever demain matin, peut-être ils vont être enrhumés, ils vont être malades. Dans un sac de couchage, on n'est pas forcément mort. Hein. S'il fait 0 à l'extérieur, dedans il fait pas 0. Et puis le chauffage qui chauffe ici, il va communiquer un petit peu avec le fond quand même. Mais malgré tout, voilà, je préfère jouer le confort pour eux quand même. Ils sont pas là souvent, alors on va pas leur faire vivre un truc extrême. Et du coup, je l'ai mis sur le courant. Le courant, en moralité, ça m'a coûté 7. Alors, il n'y a pas vraiment de problème de coût. Hein. C'est pas vraiment la question du coût là en camping-car, parce que de toute façon, si t'es pas branché, c'est pas possible. Tu vas vider toutes tes batteries, tu vas faire 1 heure ou 2 de chauffage et puis tu vas être marron. Moi, avec mon autonomie, aujourd'hui, je vais tenir 2 heures. Tu vois, 2 heures, 2 heures et demie. Ça va super vite. Il n'y a rien de plus énergivore. J'aurais pu faire fonctionner ça aussi. C'est une pompe à chaleur. Ça marche avec et à la limite, ce serait même plus efficace que mon chauffage. Le problème, c'est que ça va pas chauffer la chambre des enfants. Ça, j'aurais pu taper dans mes batteries, et là, je peux tenir 4 heures, hein, presque. Avec la même capacité, je double le temps de chauffage.
Voilà. Moi, personnellement, par exemple, ce que je pourrais faire d'intéressant aujourd'hui, c'est de passer sur un duo contrôle. Au moins, j'aurai le gaz, ce sera assez facile de permuter les bouteilles. Les bouteilles, c'est un vrai calvaire. Hein. Tu y vas une fois par semaine pour recharger une bouteille. Et moi, je suis à l'intérieur. Si j'étais à l'extérieur, peut-être que bon, c'est 6 jours en fait. Ce que j'ai déjà testé, en chauffant et en chauffant pas à l'extrême, en chauffant pas à 20 degrés, tu tiens 6 jours à peu près, grand maximum. Même pas une semaine. C'est vrai que là, la bouteille de GPL, la bonbonne de GPL, ce serait presque indispensable. Le problème, c'est que dans mon véhicule, il est très bas. La bonbonne de GPL ne va que dans la soute. Tu peux pas la mettre ailleurs. Voilà, parce qu'il y a pas dessous, tu peux pas, c'est beaucoup trop bas. T'as pas la place. Et les bonbonnes de GPL sont toutes rondes en fait. Elles sont pas rectangulaires, carrées comme un réservoir de carburant. Donc tout ça, c'est des réflexions à se faire parce que bon, ça arrive pas tous les jours de tomber en panne de gaz la nuit, mais quand ça tombe, quand ça t'arrive et qu'il fait très froid, c'est plutôt chiant. Et tu peux pas laisser le véhicule sans chauffage. Si t'es à l'extérieur, imagine, la plupart de vous, hein, moi vous allez dire, t'as de la chance, t'as le hangar, mais la plupart de vous, vous êtes à l'extérieur. Donc au moment où ton chauffage s'arrête, tu ne peux pas laisser le véhicule avec -6, -10, sans chauffage, quoi. Rien que pour la plomberie, déjà. Sinon, ça t'oblige à vidanger ton circuit, ça t'oblige à faire tout un tas de choses avant de couper le chauffage. Il y a des véhicules qui dorment dehors, qui ne sont pas utilisés. Mais tout est hiverné, tout est purgé. Sinon, tu pètes ta pompe, tu pètes tes robinets, tu pètes tout, en fait. Hein. Il suffit juste de lever ses fesses et puis d'aller, de s'habiller et de sortir et de remplacer la bouteille. Mais bon, voilà, j'avais pas forcément envie, on va dire, hein. Voilà, à 4h du matin, il fait froid, t'es encore dans le sommeil, non, j'avais pas envie du tout. Donc c'est vrai que la solution la plus sympa, c'est d'opter pour un chauffage comme celui-là. Alors peu importe, hein, peu importe la marque, je vais pas te conseiller une marque ou une autre, de toute façon dedans c'est toujours plus ou moins pareil. C'est une caisse, en fait c'est une espèce de valise dans laquelle, donc c'est vrai que ça simplifie la pose, hein, dans laquelle tu as le chauffage, le Webasto, hein, le Shinasto on dit. Tu as ce petit module qui vient se connecter, tu as l'échappement et tu as la prise d'air pour aspirer l'air et rentrer dans la machine. Ensuite, ça souffle. Il te faut brancher ensuite des tuyaux, mais ça, c'est assez facile dans un double plancher de faire un circuit de gaines, des gaines plutôt que des tuyaux. Le seul truc sur lequel il faut faire très attention, c'est le passage de l'échappement. Hein. Le passage de l'échappement, il faut acheter un fourreau. Il faut le passer dans un fourreau, il ne faut pas que faire un trou et passer directement la gaine d'échappement, parce que sinon tu fous le feu là, clairement, hein. Ça chauffe tellement, tu fous le feu. Et ne pas trop l'étrangler, moi je pense que le mien était un peu trop étranglé à la sortie. Il faudrait peut-être que j'opte pour plus de bouche parce que ça chauffe un peu. En fait j'ai mis un adaptateur et cet adaptateur il supporte pas trop bien la chaleur, je trouve. Il sent un petit peu quelquefois à l'allumage et à l'extinction du chauffage. Mais sinon ça marche super bien. C'est une solution qui peut en effet te sauver. J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, hein, pour la pause. Petite initiation pour Tony à la conduite dans un petit chemin privé. Regarde la route. Donc là, il est tenté d'accélérer, monsieur, hein, parce que bon, là, il sait conduire, il conduit avec son volant sur son ordinateur. Mais ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir, voilà. Donc tu tiens un peu plus à droite, voilà. À gauche. À gauche, je veux dire, ouais. Si je me trompe de côté, ça va plus. À droite, on est dans le fossé. Et voilà, pas besoin de donner de coup de volant. Déjà, tu tiens ton volant là et là, déjà, voilà. Tu crispes pas trop dessus, pas trop crispé, tu vois. Tu peux les tenir un peu plus haut, tes mains. Comme ça. Et là, tu te tiens un peu plus à gauche, là. Un peu plus à gauche. Voilà. Tu vas mettre ton clignotant pour te préparer à tourner, tu commences à ralentir. Et tu te tiens plus à gauche, s'il te plaît. Voilà, plus à gauche, voilà. Là, presque tu es à l'arrêt, puis là, tu vas doucement pour monter. Voilà, tu serres un peu trop le bord, mais c'est pas grave, ça passe. Et voilà, tu montes doucement et tu viens te mettre garé là, ici devant là. Tourne un peu par là, tourne. Ralentis, et maintenant tu peux freiner. Voilà, tu passes la marche arrière. Et là, c'est les rétros là l'important. Hein. Et d'ailleurs, c'est une condition pour avoir ton permis. Hein. Ouais.
Il faut bien zioter les rétros. Alors là, tu vois, tu tournes déjà trop d'un coup. Accompagne l'herbe avec ton volant. Voilà. Alors pour l'arrêter, comment tu fais? T'appuies là-dessus, c'est parking. Voilà, il faut que le P il soit affiché. Oui. Voilà. Et ensuite, tu as une pédale. Tu as une pédale là. Non, ça c'est pour le dégrafer. Voilà, tu appuies sur la pédale. Ça c'est le frein à main. Voilà. Okay. Alors ça c'est le frein à main sur Mercedes, mais normalement tu as le frein à main ici. Okay. Voilà. Alors tes sensations, on en est au deuxième passage? Deuxième, je crois. Ouais. En fait, il faut penser à plein de trucs en même temps. Ouais. Et puis quand il y a d'autres voitures, ça doit être plus compliqué. Là, il n'y a pas de voiture. Ouais. Voilà. Là, je suis tout seul. Mais faut penser à bien se tenir à gauche. Faut pas penser à bien se tenir à gauche, parce que quand tu vas passer sur des voies où il y aura des voitures en face, il faut pas dépasser la ligne. Mais il faut pas non plus trop serrer à droite, parce que si tu serres trop à droite, tu peux rouler dans l'herbe, ou tu peux accrocher quelque chose. Il faut bien trouver ta place sur la route. Ouais. Voilà. Mais je pense après c'est automatique. Pour ça, on prend des repères par rapport aux essuie-glaces quelquefois. Quand tu roules, là tu es assis, alors chaque voiture est différente, mais au moment où tu es bien positionné, tu vois le bord de la route où il se trouve par rapport à tes essuie-glaces. Ça te permet de prendre un repère pour bien te positionner sur la route. Le première conduite, il pouvait pas avec la TT parce qu'il avait du mal avec les vitesses. Hein. Ouais. Il avait du mal avec l'embrayage surtout. À un moment où il fallait débrayer, souvent il calait. Pour ceux qui voudraient mettre un commentaire désobligeant, machin, on a fait ça, il y avait personne. C'est sur une route fermée. Hein, c'est à nous la route. La route est à nous, hein, voilà. Donc voilà, ciao. You make me lose my mind like all the time. It still feels right.